la clé de voûte, quand même, dans tout ça, ça a été Apollo. On part d'une page blanche. Salut Tanguy. Salut Jimmy. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale parce qu'on va vraiment parler de nous durant cette vidéo. Ouais, vous avez été très nombreux à nous demander de faire une vidéo sur l'histoire de Certifopac, comment l'idée est née, comment on en est arrivé aussi à nos services rendus actuellement. Donc, on va le faire dans cette vidéo. Je pense que c'est une vidéo qui va répondre à pas mal de questionnements parce qu'il y en a beaucoup qui se disent voilà, comment ils se sont créés, pourquoi ils travaillent les deux ensemble, voilà, c'est quoi leur qu'est-ce qui s'est passé derrière, voilà. Donc si on en revient vraiment sur l'idée initiale, Jimmy, est-ce que toi tu peux m'en dire plus déjà? Alors, l'idée initiale, déjà, il faut revenir à fin 2018. Pourquoi fin 2018? Parce que c'est le fondement réglementaire de Calliope qui s'appelle la loi Avenir Professionnel. On est sous le ministère du Travail Muriel Pénicaud, sous Macron, et cette loi, elle va vraiment poser les fondements de pas mal de choses. Le CPF, qui s'appelait pas encore le CPF, ça s'appelait anciennement le DIF. Et puis on parlait déjà dans les tuyaux, dans cette loi, d'une certification unique qualité qui s'appelait Calliope. Et Alors on n'avait même pas le nom encore à l'époque. non, c'était pas encore marqué Calliope dans les textes de loi. On parlait de certification qualité unique. On parlait déjà du référentiel national qualité, mais c'est tout, quoi. C'était encore assez vague. Et moi, à l'époque, fin 2018, je sais pas si tu te souviens, mais j'étais encore à mon compte, j'étais en micro-entreprise et j'étais consultant formateur. J'intervenais donc, alors, à la fois en direct chez les entreprises, et puis aussi j'avais un vivier d'organismes de formation pour qui j'intervenais en sous-traitance dans le cadre de formation en bureautique, en création d'entreprise, en numérique, tout ça. Ok. Et voilà, alors déjà, bon, c'est sûr que voilà, moi j'adore le monde de la formation. J'ai été animateur, formateur pendant 3 ans, et donc dont la dernière année, donc année 2018, où j'ai animé plus de 180 jours dans l'année. Un truc de... Enfin, c'est fou, quoi, parce que si tu veux, quand tu es formateur, c'est comme quand tu es auditeur. C'est que plus tu animes, et moins tu as de temps pour faire tout le reste. C'est-à-dire qu'un formateur, il doit toujours jongler entre un peu d'animation, puis un peu derrière d'ingénierie pédagogique, de développement commercial ou autre. Et voilà. Et en fait, j'ai eu un développement, presque un apprentissage accéléré dans ce domaine de la formation, où en 3 ans, j'ai fait à peu près toutes les erreurs qu'il fallait ou qu'il fallait pas. Et puis derrière, j'ai très vite appris. J'ai appris parce que j'ai rencontré des centres de formation donc, qui étaient déjà certifiés sur des normes qualité, sur des labels qualité. Tu avais des labels d'AFNOR à l'époque qui s'appelaient NF Service, des labels, alors, ce qu'ils appelaient CNEFOP. Donc le CNEFOP, c'était une base avec toute une liste de certifications et de labels qui étaient reconnus plus ou moins sur certains dispositifs, mais du moins qui permettaient aussi d'ouvrir l'accès à des financements complémentaires, type appel d'offres, voilà. Et si tu veux, à cette époque-là, c'était très simple d'être centre de formation. Il y avait eu, ça m'avait choqué, je me souviens à peu près fin 2018, le reportage doit être encore disponible sur YouTube. C'était un reportage d'Élise Lucet, d'Envoyé spécial. Où il fait la formation en vendeur de elle patates. crée, alors ils arrivent à créer, donc c'est son équipe de journalistes, ils arrivent à obtenir un numéro de déclaration d'enregistrement d'activité, donc le fameux numéro formateur, en 3 semaines, à la Directe Paris à l'époque, ça s'appelait pas encore l'adresse. Et bon, ils font un dossier bidon, ils font un programme de formation où c'est marqué course de sac à patates, enfin n'importe quoi. C'est vraiment, voilà. Et finalement, elle met en lumière toutes les failles. Voilà, toutes les failles. Elle arrive à se faire rembourser une formation par un OPCA à l'époque. Ça s'appelait pas encore l'OPCO. Mais bon, c'était pareil, hein, le même système. Et je me dis, mais purée, mais dans quoi je suis tombé, quoi? Dans quel marché je suis tombé? Dans quel domaine? Parce que le marché de la formation, c'est à la fois un marché qui est très noble, qui est génial, avec plein de monde qui sont passionnés par ce qu'ils font, avec des gens magnifiques dans des domaines qui sont très variés, et d'autres qui en profitaient. Et à force d'en profiter et tirer sur la corde, l'État a fait quoi? Il a dit bon là c'est plus possible, il y a trop d'argent qui sont gaspillés. Ouais. Il faut qu'on fasse quelque chose. Voilà. C'est pas forcément venu l'initiative, je me souviens, mais c'est pas forcément l'État qui s'est dit allez go, on lance Calliope. C'était aussi surtout l'Europe. Ça a été aussi une dimension Europe, de dire non mais attendez là, il y a 30 milliards d'euros qui sont dépensés chaque année en France.
Ça va où? Qui profite de cet argent? Est-ce que derrière, il y a un réel intérêt pour l'emploi, pour la montée en compétences? Et derrière, on s'est rendu compte, voilà, ça a un petit peu libéré toutes les failles. Et moi, donc, fin 2018, moi, j'arrive sur une fin de cycle. Voilà, j'anime beaucoup, j'adore ce que je fais, je suis passionné par la formation, mais je me dis, j'ai envie d'aller un petit peu plus loin sur le sujet, d'aller creuser finalement peut-être un autre pan d'activité, mais toujours sur la formation pro. Et là, je t'en parle fin 2018, je te dis, bon, Tanguy, là, il y a un coup à jouer, il y a un nouveau marché qui est en train de se créer, aussi volumineux que la norme ISO 9001, si c'est pas plus. Ça s'est avéré être vrai parce qu'il y a là aujourd'hui plus d'organismes certifiés Calliope que d'entreprises certifiées ISO 9001. Et on se dit, go, quoi, allez, c'est parti, quoi. On se lance dans le marché. Et donc, au début, on sait pas trop ce qu'on veut faire, mais en tout cas, on sait qu'on veut s'orienter vers la certification qualité des centres de formation. On se renseigne beaucoup. On commence à comprendre les rouages de ce qu'on appelle l'accréditation, c'est-à-dire l'étape du dessus. C'est comment on devient certificateur des centres de formation. Surtout que, pourquoi on s'intéresse à l'accréditation? Parce que quand, en 2019, il y a les textes de loi qui sont publiés, donc le 6 juin 2019, on a deux arrêtés et 2 décrets qui sont publiés. Il y a un des arrêtés, premier article, qui écrit très, très factuellement, hein, mot pour mot. En gros, le certificateur, il doit être accrédité. Il doit déposer une candidature, un dossier de candidature pour être accrédité. Là, on se dit, ah tiens, accréditation, bon, ça nous parle un peu, mais on n'est pas non plus, on ne sait pas trop dans le fond du sujet jusqu'où ça va. Et là, on a mis le nez dedans, quoi, sérieusement. On a mis le nez dedans, on a imprimé toutes les normes, tous les textes. On a compris aussi l'enjeu, parce que c'est pas juste comme ça déposer un dossier, c'est pas un appel d'offres. Voilà, ça va bien plus loin qu'un appel d'offres. Et surtout, on se rend compte en fait on rentre dans un marché avec une forte barrière à l'entrée. Moi, je me souviens à l'époque de mes cours de marketing, je me dis, mais c'est exactement ça. C'est que là, en fait, on arrive sur un marché, il n'y aura pas 200 certificateurs. C'est normal en même temps. Il faut qu'il y ait cette... on dit que c'est une barrière, mais c'est plutôt une condition, c'est plutôt un prérequis d'accès. Voilà. Et si on ne répond pas aux prérequis, on n'y accède pas. Mais au final, c'est une sécurité aussi pour le marché qui est en dessous, quoi. Parce que si tout le monde, si tout et n'importe quoi rentre sur ce marché qui se crée, c'est la porte ouverte à des opportunistes et à une prestation aussi au rabais avec toutes les dérives qui peuvent s'en suivre derrière. Donc, toi, tu nous dis, voilà, on commence à se poser des questions, l'accréditation, tout ça, on veut travailler sur ce marché, mais on ne sait pas trop comment. Au début, il y avait l'idée de faire quoi? De faire peut-être du conseil, et puis après, on se dit que non, c'est pas... Moi, le marché du conseil en soi, il m'animait pas plus que ça, dans le sens où finalement, c'est du one-shot. J'aime pas dire ça, mais quand on a conseillé un client, qu'il obtient après ce qu'il veut. Si on l'a bien conseillé, en fait. Si on est bon, certes, il y a du bouche à oreille, on se développe un petit peu, mais... Si on fait pas du conseil de rétention. Voilà. Moi, je voulais quelque chose qui puisse être, entre guillemets, scalable, c'est-à-dire quelque chose où on puisse avoir derrière 500, 1000, 2000 certifiés, voire plus. On n'avait pas encore d'objectif à cette époque-là, mais on voulait, en fait, on voulait s'inscrire aussi dans un marché qui soit national. Puis dans une démarche long-termiste, au final. Ok, et donc pour en revenir, il y a ce dossier d'accréditation. Qu'est-ce qui se passe après? On est à quel moment dans l'année? Donc comme tu l'as dit, les textes fondateurs de Calliope arrivent en juin 2019. La marque Calliope est déposée aussi à ce moment-là. Alors, nous, on arrive sur un marché, on connaît personne. On a 0 réseau. On démarre avec 2500 € chacun et les 5000 €. Donc, on va louer un petit local de 60-70 mètres carrés. On va s'installer en janvier 2020 dans ce local. Avant, on était à la maison, on était en télétravail. Moi, j'ai ma femme qui était enceinte. Enfin, c'était pas hyper... Voilà. Alors, il n'y avait pas d'enjeu parce qu'on n'avait encore aucun salarié à l'époque. Mais on travaillait sur les process, sur les procédures, sur les documents internes, sur les CGV, voilà. Et surtout, ce qui nous a pris énormément de temps, et c'était, j'allais dire, la stratégie, mais presque la chose à faire, c'était le site web. Parce qu'à l'époque, vous alliez sur Google,
vous tapiez Calliope, il y avait une seule page qui était référencée, c'était la page ministère du Travail. Et donc, très très vite, on s'est lancé sur un référencement SEO très agressif sur Calliope, avec vraiment tous les mots-clés en lien, quoi. Audit Calliope, certification Calliope, tarif Calliope. Et c'est ce qui a fait notre décollage. C'est-à-dire qu'on s'est fait connaître avec de l'information accessible aussi sur le sujet, parce que ce qui était paradoxal, c'était qu'à l'époque, moi, je me rendais bien compte que les certificateurs étaient très presque rétentionnaires dans l'accès à l'info. C'était un peu tu payes, tu viens chez moi, tu payes, et puis je te donne les infos. Je te donnerai accès au référentiel, je te donnerai accès à la documentation. Et puis, nous, on a pris tous les textes de loi, on les a mis sur le site. Voilà, tiens, là, il y a un décret, il y a un arrêté, il y a le guide de lecture, il y a ci, il y a ça. Et les gens, on a essayé de... On n'a rien inventé surtout, on a juste non. publié des textes qui étaient déjà publics. On n'a rien inventé, et l'idée, c'était que l'on démocratise dans un marché naissant. Et c'était un petit peu l'enjeu aussi à l'époque. Hein. Enfin, rappelle-toi, le marché, il était naissant. 2020, je te fais pas un dessin, mais Covid. Donc, c'était la guerre. On a embauché notre première collaboratrice en janvier ou février 2020. Mars, elle était en Covid, enfin, elle était chez elle, télétravail. Donc, on n'a pas usé du chômage partiel parce que il y avait quand même du travail nous concernant. Il y avait un certain volume qui se créait, qui se développait. Mais ça a été un petit peu folklore. Enfin, voilà, ça a été un peu folklore. Après, en soi, nous, 2020, on l'a pas vécu comme une année catastrophique, parce qu'on était en démarrage et on partait de rien. Donc, on avait nos flux clients. Ce qui était quand même assez problématique, je sais pas si tu te souviens, c'était que Calliope est valable 3 ans. Et là, l'État avait dit, bon, il faut être Calliope avant fin 2021. Et puis, ils ont dit, ouais, mais non, finalement, on va reporter d'1 année pour laisser le temps au marché de s'acclimater, s'acculturer, tout ça. Et donc, il y a beaucoup d'organismes qui ont freiné des cas de fer pour être Calliope, qui ont été très attentistes et qui sont allés, mais finalement, attendu le dernier moment, au bout du bout. Voilà. Et donc ça, je pense que ça a fait mal à des gros confrères qui étaient déjà dimensionnés, qui avaient créé leur équipe Calliope il y a peut-être 10 ou 15. Nous, au final, à cette époque-là, ça ne nous a pas fait mal, parce qu'on était 3-4, quoi. Voilà. Et du coup, si on en revient en fait sur les principes fondateurs de Certifopac, est-ce que tu pourrais m'en dire plus? Alors, les premiers principes fondateurs, je dirais déjà, le premier, c'est l'indépendance. Parce qu'on arrive, on est les deux. Alors, quand je dis indépendance, c'est déjà l'indépendance financière. C'est assez paradoxal, mais la question, elle s'est posée au début. On arrive sur un marché naissant. Je pense qu'on aurait eu les clés pour, entre guillemets, lever des fonds et puis embaucher 10 collaborateurs d'un coup, faire du marketing très agressif sur les réseaux, et puis avoir un développement qui soit explosif. Voilà. Ça n'a pas du tout été notre stratégie. Pourquoi? Je pense que c'était pas forcément dans nos valeurs et dans notre culture, dans le sens où on a plutôt été plutôt habitué, plutôt éduqué à tu dépenses l'argent que tu as. C'était la démarche bon père de famille, quoi. Ouais, voilà. Et donc, ça nous a un petit peu fait défaut au début, parce qu'on a vu beaucoup de concurrents aller vite. Donc, plus on va vite sur un marché naissant, et mieux c'est, parce que derrière, il y a le bouche à oreille qui se crée, l'effet boule de neige. Et nous, on n'a pas eu cet effet boule de neige tout de suite. On l'a eu très tard. Voilà. Et je pense que ça, c'est parce que finalement, on a embauché, par exemple, les collaborateurs. Il y avait un nouveau collaborateur tous les 6 mois, voire 2 après, donc 2 tous les 6 mois, quand il y aurait peut-être... on aurait eu matière à en avoir peut-être 5 ou 6 d'un coup des fois, mais voilà. Après... En fait, il y avait cette crainte d'aller trop vite et de griller les étapes. C'est ça, parce qu'après, derrière, c'est pas les mêmes problèmes, quoi. Si tu embauches 10 personnes d'un coup, il y a du turnover, t'en perds 4 un an après. L'énergie derrière, c'est pas la même non plus, quoi. Et finalement, le développement qu'on a eu, et là où on est aujourd'hui, il nous a permis de faire un développement qui a été très consolidé, très solide derrière. C'est-à-dire qu'on n'a pas avancé 3 marches pour reculer derrière de 5. Voilà. Donc si c'était à refaire, je sais pas si on le referait comme ça, mais en tout cas, on a beaucoup appris aussi de cette période-là, quoi. Peut-être qu'avec une maturité différente, on aurait fait des choix différents, mais en soi, nous, c'est notre parcours. On n'avait jamais monté d'entreprise avant. Il y a plein de choses qu'on a appris aussi sur le tas, forcément. Comme d'autres.
Mais après, voilà, faut pas. Bon, quand je regarde derrière, je me dis, bah, on a fait ce qu'on devait faire. Et puis maintenant, voilà, on a notre vision, on a nos axes de progrès. Et puis Après, tu parlais aussi de principe fondateur. Je pense que le deuxième principe fondateur, ça a été aussi d'apporter de la modernité Mm. dans un marché, je dirais, un peu vieillissant, quoi. Enfin, moi, quand j'allais sur les sites des confrères, je te disais, je voyais des fois des grilles d'évaluation, d'audit sur Excel ou des rapports sur Word. J'avais l'impression que c'était très lourd. Et je me disais, mais quand même, quoi. Et même rien que dans la phase commerciale, c'était encore très années 90, quoi, années 2000. Mm. Et on a voulu apporter notre petite touche un petit peu voilà, presque de marketing automation avec tout simplement un aspect tunnel de vente. Je crois qu'on a été les premiers à faire ça, c'est que tu arrivais sur le site web, tu faisais ton devis, tu arrivais sur une autre page avec une petite vidéo, avec un petit texte, voilà, bonjour, bienvenue, machin. Et derrière, tu pouvais directement, une fois que tu avais la durée d'audit, tu pouvais directement payer en ligne. Ouais. Et je me souviens de notre premier client, en décembre 2019, il arrive, hop, en fait, quelqu'un qui avait fait son devis, donc on lui avait envoyé un mail, super, donc il avait sa durée d'audit, tout. Et je pense que c'était quelqu'un qui était assez autonome, quoi, qui n'avait pas besoin d'avoir quelqu'un au téléphone, tout ça. Et ben, le parcours client était tellement bien fait à l'époque que il est allé jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il a payé en ligne. Et il y en a eu 3-4 comme ça en l'espace d'une semaine. Et on a dit, bah là c'est chouette, on tient quelque chose. Parce que derrière, on automatise aussi la relation commerciale. Sans enlever d'humain, parce qu'on avait un standard téléphonique, on pouvait appeler les gens. Enfin, on les avait de toute façon. Ensuite, on les appelait, quoi qu'il arrive, pour planifier l'audit, pour affecter l'auditeur. Mais dans cette démarche-là, je pense que ce qui leur a plu, c'est que on leur simplifiait la tâche. Ouais. On leur Ça simplifiait la se tâche. déroulait en fait. Voilà, c'était voilà. Et ça nous a, ça c'est un petit peu, comment dire, ça a été l'une de nos valeurs ensuite, c'est comment derrière. Alors ok, il y a tout un socle réglementaire avec Calliope, tout ça, mais comment nous on apporte une optimisation administrative pour que le client puisse au final perdre le moins de temps possible dans payer son audit, recevoir ses documents, planifier l'audit. Voilà. Et c'est ça qui nous a permis après d'aller plus loin avec Apollo. En fait, il y a cette volonté de garantir l'expérience client. Il y a cette garantie d'expérience client, mais en fait, il s'agit surtout d'y croire. Parce qu'en fait, si on fait quelque chose juste pour dire ah bah, le client il va signer chez nous, bon bah c'est bien, mais ça dure combien de temps? Tandis que si on fait quelque chose, mais qu'on y croit et qu'on y croit encore jusqu'à aujourd'hui, bah derrière ça peut que continuer à vivre. Voilà. Et je pense que c'est ça aussi un des principes de fond qu'on a, c'est que nous on est convaincus, on est intimement convaincus que l'expérience client c'est un des piliers en fait de tout ça. Et depuis le début, on a essayé de travailler sur cette expérience avec les moyens qu'on avait au final pour la développer année après année, au fur et à mesure, voilà, avec la croissance de l'entreprise. Sachant qu'il y a quand même un grand pourcentage du chiffre d'affaires qui est réinjecté en R&D, entre guillemets, voilà, mais en amélioration de nos process, quoi. 2020, on se fait accompagner par un cabinet donc, pour monter aussi en compétence nous-mêmes sur la norme d'accréditation. Ouais. Donc on a aussi notre évaluation. Est-ce que tu peux en parler un petit peu, voilà, les premiers mois, l'accréditation, derrière comment ça se passe? Parce qu'il y a quand même un avant et un après accréditation, dans le sens où nous, on apparaît sur une liste d'organismes sur le site du ministère. Et donc, oui, dès que Certifopac a été notifié de OK, c'est bon, ils sont accrédités, derrière, ça a été quand même l'explosion, quoi. Alors, ouais, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur l'accréditation, parce que l'accréditation nous a, je crois qu'au début, elle nous a pas mal torturés. Puis c'est normal, parce que quand on arrive dans un tel milieu où on n'avait pas forcément travaillé avec des normes d'accréditation auparavant, même si moi je connaissais les normes système de management intégré, mais bon, il y avait encore une dimension complémentaire, quoi, enfin même supplémentaire en termes d'exigence. Et il y avait toute une dimension qu'on aborde moins dans les normes de certification et qui est essentielle dans une norme d'accréditation, en fait, parce que la norme d'accréditation, elle, ce qu'elle vient vérifier, c'est d'une part la compétence du futur certificateur. C'est hyper important. Donc il y a
il y a une évaluation plus profonde au final du process du certificateur, du process de certification et du personnel qui intervient. Et puis après, il y a aussi quand même toute cette dimension impartialité qui est un des cœurs de la certification et des engagements du certificateur. Et ça, forcément, au début, on n'était pas familier parce qu'on a dû apprendre et on ne pouvait pas se targuer d'être expert sur le sujet, loin de là, d'où le besoin de se faire accompagner. Donc on s'est formé. On a développé le système. On a eu il y a des recevabilités en fait qui sont données en plusieurs étapes. Alors recevabilité administrative, c'est le dossier de candidature, il est complet. Recevabilité opérationnelle, c'est que on juge qu'il est assez cohérent pour nous permettre de travailler pendant 1 an, c'est-à-dire de délivrer les de se premiers lancer sur le certificats. marché. Voilà, de se lancer sur le marché. Et donc ça, je m'en souviens, je crois que c'était 2019, c'était le 19 novembre, je m'en souviens, parce que c'était la Saint-Tanguy à l'époque. C'était un peu mon cadeau de fête. Et en plus, à l'époque, quand il y avait la recevabilité opérationnelle, de mémoire, il n'y avait pas de limite de certificat qui pouvait être Non, délivré par un c'est venu certificateur. après. C'est venu en 2023, ça. C'est venu après parce qu'il y a eu des problématiques, hein. Il y a eu des certificateurs sous recevabilité opérationnelle qui ont délivré beaucoup trop de certificats et pour un résultat défavorable relatif à l'accréditation. Donc ils n'ont pas eu l'accréditation et derrière ça a quand même laissé pas mal d'organismes sur le carreau. Enfin bref, fin de la parenthèse. On a cette recevabilité opérationnelle, on se donne 1 an pour subir l'évaluation d'accréditation. Notre objectif dès le départ avec Jimmy, c'était bon, on prend un organisme d'accompagnement, très bien, mais en fait nous, on veut être autonome le plus vite possible et sur la durée. Donc déjà, premier choix, c'est que première éval d'accréditation, on décide de la mener nous-mêmes. Voilà, on ne veut pas se reposer sur l'accompagnant, loin de là. Donc on fait le truc. Voilà, on vit notre éval à 100%, qui est très très exigeante. Voilà, parce qu'on tombe aussi sur du personnel d'une compétence et d'une expertise qui est au rendez-vous. Et en fait, c'est là aussi qu'on se rend compte où est-ce qu'on met les pieds. Voilà. Bon, ça se passe, on fait notre évaluation, on répond à ce qu'il y a à répondre et on a notre décision d'accréditation initiale qui tombe, pareil, fin 2020, je crois, novembre 2020 à peu près. Et là, donc, on rentre dans ce cycle d'accréditation qui est censé durer 4 ou 5 ans. Voilà, enfin, je sais qu'on doit subir En fait, 5 dans évals. l'esprit, c'est comme Calliope, c'est que tu es certifié pendant X temps, il y a une surveillance entre-temps, mais c'est quand même beaucoup plus lourd, parce que la surveillance, elle se fait chaque année, enfin du moins pour le premier cycle. Voilà. Et après, les évaluations annuelles sont espacées de quelques mois supplémentaires, ce qui permet aussi de souffler un peu plus. Donc il y a 2 dimensions. La première pour nous, c'est d'être autonome. Donc c'est dès le départ, on se dit allez, la prochaine évaluation, on y va nous-mêmes avec nos compétences et notre volonté d'y arriver et on arrête de solliciter un accompagnateur. Voilà, le but c'était pas que ça dure en fait dans le temps. Donc on continue comme ça. Voilà. Et puis il y a cette deuxième ce deuxième enjeu. On prend vraiment connaissance que Calliope, c'est un marché à risque. Voilà, c'est un marché à risque pour l'organe de contrôle. Et c'est presque vu, en fait, comme tu disais, toi, au vu de toutes les dérives que tu as pu apercevoir quand tu faisais de la formation en 2018 jusqu'en 2018, les reportages d'Élise Lucet et compagnie, en fait, on n'est pas au bout de nos surprises parce qu'il y a encore plein de casseroles qui vont tomber, il y a encore certaines casseroles qui vont tomber pendant cette ère de la certification Calliope. C'est surtout que moi, je me souviens, en 2020-2021, bon après, ça s'est régulé après en 2022, mais en 2020-2021, c'était la grande fête. La grande fête, notamment sur le CPF, parce que si tu avais un numéro de déclaration d'activité et que tu étais Calliope, derrière, en tant que centre de formation, tu étais référencé au CPF et tu pouvais, et là c'était open bar, tu pouvais mettre n'importe quoi en termes d'offres de formation. Moi, il y avait on voyait formation crypto-monnaie, blockchain, bitcoin à 5 000 €. Tous des trucs, des trucs mais de folie. Du grand n'importe quoi. Et du coup, alors il y a eu des alertes, la Caisse des dépôts et des consignations a réagi plutôt très vite, quand même, très vite. Après, tout est relatif, parce qu'il y a le temps politique, il y a le temps politique, économique, mais le temps que ça leur remonte aux oreilles et quand ils ont fait leurs premières statistiques sur le CPF en 2021,
Ils se sont dit, mais c'est quoi ce truc? Donc, il y a quand même eu des blocages. Derrière, il y a eu d'autres événements réglementaires. Mais en tout cas, moi, je te rejoins tout à fait. C'était que c'était pas juste. En fait, quand on est arrivé sur ce marché-là et quand on a commencé à avoir un flux plus conséquent dans les nouveaux clients sur 2021, on s'est dit, délivrer Calliope, c'est bien, mais le faire de façon très, très sérieuse et très rigoureuse pour que ce soit aussi correct pour nos clients. Parce que c'est bien de leur donner Calliope, mais si 6 mois après, on leur dit, bah non, désolé, on vous l'enlève parce que l'audit n'a pas été fait dans les règles de l'art, par exemple, derrière, c'est la catastrophe. Et ce que tu dis là, en fait, c'est en corrélation avec nous, ce qu'on va vivre dans les évaluations annuelles du COFRAC. C'est qu'il y a vraiment, alors non pas que le niveau d'exigence était au minimum au début, loin de là, mais c'est qu'il y a vraiment une évolution de choses qu'on va aller voir parce qu'on se rend compte que le marché, il y a des dérives et qu'en fait le marché de la formation est presque vu comme un marché de tous les extrêmes en fait. On va avoir les très bons, mais on va avoir aussi le fond du fond des mauvais quoi, qui vont chercher à détourner le système. Et on se rend compte que même si on est certifié Calliope, ça va pas empêcher certains organismes de frauder. Voilà. Et donc nous, on l'a ressenti en évaluation dans le sens où on cherche davantage en fait notre compétence, notre responsabilité, et en fait ce qui est normal parce que je pense que voilà, il faut que sur le marché il y ait des organismes et que les organismes qui soient accrédités soient le plus sérieux possible, le plus impliqués et le plus au fait de tous ces enjeux relatifs à la délivrance d'un certificat. Voilà. Et bon bah on a tenu la barre, hein. On a continué, on a fait nos évals. Alors, la clé de voûte, quand même, dans tout ça, ça a été Apollo, je pense. Ouais. C'est-à-dire qu'en parallèle de notre première accréditation, en 2020, on part d'une page blanche, très clairement. On part d'une page blanche. On met tout le process sur papier. Donc, on met, voilà, OK, on doit faire un plan d'audit, on doit faire ensuite une grille d'audit avec un rapport d'audit. On doit traiter des non-conformités. Et puis, on met tout le process sur papier, tous les acteurs. Auditeur, audité, certificateur, voilà, toutes les étapes aussi en lien avec la norme. On doit faire une revue de la demande quand un organisme nous fait une demande. Donc on dit OK, donc on prend tous les points qui sont en lien avec la revue. Et puis plutôt que de les faire sur Word ou sur Excel ou sur n'importe quoi, eh ben, on essaye de le standardiser. Parce qu'on se dit, bah voilà, si on est bon, demain on a 100 clients, après-demain on en a 1000, et puis après-demain on en a 3000. Et moi, je t'avais toujours dit, moi je veux pas avoir 3000 grilles d'audit sur Excel. C'est pas possible. Parce que derrière, comment on traite la donnée? Non mais comment derrière tu veux faire une moyenne de non-conformité par exemple par audit? Comment tu veux... Tu peux rien exploiter, voilà, tu peux rien... ce n'est pas possible. Et donc, tout de suite, ça a été, bon allez, on se lance dans du développement web. Et ce qui a été assez intelligent parce qu'on a monté ça brique par brique, priorité par priorité. Parce qu'on ne s'est pas lancé dans un CRM, on ne s'est pas lancé dans une appli comptable, on s'est vraiment lancé sur une application métier d'audit. Voilà. Et donc, l'organisme, comment ça marchait derrière? OK, il se connectait, il avait accès à son audit, il pouvait cliquer dessus, il pouvait aller voir toutes les informations le concernant, il pouvait aussi nous notifier pour mettre à jour ces informations. Et au fil de l'eau, et là maintenant c'est le cas pour les clients, ils ont l'historique de leurs audits, avec les non-conformités, le rapport détaillé, le certificat, enfin ils ont tout. Il y avait aussi un enjeu à l'époque, je sais pas si tu te souviens, on était à l'époque du collecteur. Oui. Et le collecteur, donc c'est sur l'application alors maintenant qui s'appelle EFP Connect, mais avant c'était mesdemarchesemploi.gouv. On avait donc un accès et il fallait qu'on transmette à l'État tous les jours la liste de nos certifiés. Et moi je t'avais dit, mais attends, moi je vais pas tous les jours envoyer ma liste à la main, c'est pas possible. Donc on a pu aussi, grâce à Apollo, on a pu automatiser et faire en sorte que tous les certifiés du jour s'envoient chaque nuit à 2h, 3h du mat dans la liste du ministère et qu'elles viennent alimenter la liste publique des centres de formation. Ouais, tout à fait. Et ça a été aussi une vraie force parce que on a eu quand même pas mal d'organismes qui nous disaient « Ah oui, mais moi j'ai un collègue, il a été Calliope le 15 du mois, mais il est apparu sur la liste le 30. » Bah oui, mais après, voilà, moi on n'est pas on n'est pas dans les papiers de son certificateur, on ne sait pas comment il fait. Tout à fait. Alors, en plus, ce que tu dis vis-à-vis d'Apollo, ça a été quand même un gage de fiabilité pour nous. Parce que le fait d'avoir la centralisation des informations sur une même interface et l'exploitation des données qui en découlent aussi,
Déjà, c'est une simplification pour nous de gestion de tous les dossiers clients. Et puis derrière, c'est aussi une garantie voilà, en fait, toutes les données sont fiables, sont accessibles. On les maîtrise aussi, parce qu'il n'y a pas de document qui part je ne sais où entre l'échange entre l'auditeur, Mmh. l'audité, voilà. Parce que, en fait, c'est toute une interface qui nous appartient. Et ça, c'est un grand plus en fait pour faire vivre notre système, parce que on n'aurait peut-être pas eu ça, on n'aurait peut-être pas eu le même développement non plus. Mmh mh. On aurait eu en fait ce fameux boulet au pied des outils traditionnels, Word, Excel et compagnie, qui, qui prennent trois plombes à gérer et puis qui nécessitent plusieurs ressources humaines, tandis qu'on pourrait peut-être faire le même boulot avec une Mmh personne, quoi. mh. Donc on se développe sur Calliope, on fait notre petit bonhomme de chemin, on développe Apollo, on développe Calliope, voilà, enfin bon, Mm. on se développe et puis, qu'est-ce qu'on voit arriver sur le marché à partir de 2022-2023? Bon, c'est, la consolidation d'un marché de l'accompagnement. Mm. On voit tout plein de choses sur Facebook, sur YouTube, Et on en voit encore, hein. on en voit encore. On voit finalement des accompagnements à Calliope qui se développent, avec un business monstrueux, avec, des offres à 6 000 € l'accompagnement, avec, clé en main. Clé en main, créer votre organisme de formation, créer votre CFA, clé en main, on Il y passe avait, l'audit à votre il y avait place. des ventes sur Le Bon Coin aussi. Oui, alors oui, il y avait Je... des ventes d'organismes de formation, NDA et Calliope inclus. Voilà, et ça valait cher, ça vaut encore cher Ça peut-être. valait 10 000 à 15 000 € à l'époque, je me Voilà, souviens. et donc on s'est dit, bon, il y a quand même peut-être quelque chose à faire dans l'éthique du marché, toujours cet aspect éthique, moi qui me revenait depuis 2018. Je me suis dit, parce qu'il y avait plein d'accompagnateurs qui faisaient le job, qui font le job, qui sont très sérieux, Mm. et je me suis dit, mais purée, mais comment on peut les mettre en avant, ceux-là? Parce que ceux-là, ils font pas de bruit, ils sont dans leur coin, ils font leur accompagnement, leur process, voilà, leurs prestations, et l'idée a fait son chemin, on a créé un référentiel qualité qui promeut des pratiques responsables d'accompagnement, qui sont tournées vers l'autonomie. Mm. Voilà, l'autonomie et la responsabilisation de son client. On a créé comme ça 12 indicateurs qualité. On n'a pas été très original sur le nom, on a appelé ça ADOPAC, pour le Mm. label des accompagnateurs d'OPAC. Mm. Ok, toujours en lien aussi avec Certifopac, qui est le certificateur des OPAC. Mm. Et les OPAC, pour rappel, les opérateurs prestataires d'action qui concourent au développement des développement des compétences. Donc, un terme qui avait été introduit avec la loi de fin 2018. Mm. On crée Adopac. On se lance aussi sur Adopac. C'est aussi notre première expérience de multi-domaine, avec aussi avec l'indépendance, l'impartialité. Le positionnement, en fait, cette question de positionnement, ce label, il s'adresse à qui? Est-ce que c'est une entreprise? Est-ce que c'est une personne? Qu'est-ce que derrière, en fait, est-ce que ça peut créer aussi un risque pour notre indépendance? Donc l'idée, c'est de démontrer que c'est pas le cas, et c'est pas notre volonté non plus. Parce que comme tu le dis, nous, on voulait plutôt cibler l'aspect éthique du marché de l'accompagnement, et de se dire que si on commence à apporter une dimension éthique sur ce marché, ça pourrait aussi venir contrebalancer certaines pratiques véhiculées par des personnes pas très bien intentionnées, et apporter un peu plus de professionnalisme. Voilà. Enfin, davantage de professionnalisme. Et puis surtout, voilà, forcément, si parmi un de nos labellisés, on se rend compte qu'il y a des pratiques qui sont pas correctes et qui ne respectent pas le label, nous, on est capable en tout cas de les notifier et de leur retirer le label si on s'en rend compte. Donc c'est donc une prestation qu'on ajoute au catalogue fin 2023. Après, ça reste du volontariat. Voilà, ça reste quelque Ouais. chose qui est représenté uniquement par ce qu'on véhicule. Voilà, donc bon. Mais ça reste un label intéressant pour celui qui veut jouer le jeu au final. Ouais. Et puis donc 2023, année charnière, on a deux gros projets. On a un projet immobilier où donc on fait l'acquisition. Alors voilà, enfin nous de façon personnelle, mais on fait l'acquisition d'un terrain, on fait construire nos bureaux pour Certifopac à proximité du lac de Nantua, voilà, avec une vue imprenable sur les massifs du Jura. Est-ce que tu peux en parler, voilà, enfin très vite, hein, en fait c'est juste un petit peu nous expliquer tous les moyens qu'on met aussi à disposition pour l'équipe pour travailler dans des conditions convenables. En fait, déjà, ce qui est important de savoir, c'est que, comme tu le disais au début de la vidéo, on avait commencé à louer un local. Un local qui faisait à peu près 70 mètres carrés. Et on se développe. On arrive, on est 10 salariés, 11 salariés, 12 salariés.
Et là, ça commence à être très très serré. Et en fait, ça commence surtout à impacter notre développement. Parce que si on ne peut plus embaucher, on n'est plus capable aussi de répondre aux demandes du marché. Et donc forcément que ça va bloquer un moment ou un autre. Donc c'est comme tu dis, c'est l'année charnière où on s'investit dans la construction d'un bâtiment qui visera à accueillir derrière, en tout cas dans une partie de ce bâtiment, les locaux, les bureaux de Certifopac. Voilà. Et donc qui nous permettra de débloquer ces moyens de recrutement et ce développement. Donc le projet, on commence l'été 2023. Voilà, terrassement, les fondations qui commencent, pour se terminer en avril 2024. Et puis ensuite, on a notre déménagement qui a lieu à peu près fin avril, début 2025. Donc l'équipe emménage en mai 2024. 2024, pardon. On arrive à faire nos premiers audits parce que ce qui est aussi génial dans tout ça, c'est que les clients peuvent venir faire leur audit. Alors ceux qui sont dans l'Ain, qui sont sur la région Rhône-Alpes, qui peuvent se déplacer, ça leur évite des frais liés à leur déplacement. Ils peuvent nous rencontrer donc dans les locaux. On a un espace indépendant de l'équipe interne, quoi. Voilà, donc ils peuvent se mettre dans une salle de réunion en bas. C'est indépendant, ils ont leur petite cuisine ou quoi. Et derrière, ça permet quand même des conditions d'audit qui sont exceptionnelles, quoi. Tout est fait en fait pour garantir une confidentialité, une concentration optimale avec des ressources dans l'air du temps, quoi. Et en parallèle de ça, quand même peut-être pour conclure aussi sur le projet 2025, on subit de plein fouet la vague IA, la vague ChatGPT. Donc un peu comme tout le monde, on commence à s'y mettre fin 2022, on fait des poèmes, on dit ah tiens c'est chouette, voilà, bon, on abandonne un peu le truc. Et puis au mois de février 2023, on rencontre un formateur expert sur Paris là-dessus, sur le sujet en tout cas. On monte en compétences sur le sujet, voilà, sur le prompting, sur les cas d'usage. Parce que finalement, le plus compliqué sur l'IA, c'est de savoir ce qu'on peut en faire derrière. En fait, ouais. Donc on commence à prendre conscience de tous les enjeux qui peuvent être RH, entrepreneurial, comptable, enfin n'importe quoi. Et on se dit, purée, mais demain, enfin moi c'est un petit peu la façon de voir les choses que j'avais. Je disais, mais demain, plus personne mettra Word ou Excel sur son CV et les gens mettront maîtrise de ChatGPT, maîtrise de tel outil d'IA. Et donc, on se dit, bon, il y a peut-être un marché auprès de France Compétences. Parce que bon, l'idée, c'était pas de faire une certification comme ça à la volée. On voulait la faire reconnaître. Voilà, faire un truc carré, sérieux, voilà. Et puis aussi à notre image. Donc, on conçoit un référentiel de compétences qui est dans les respects de standards du répertoire spécifique. Donc on conçoit une procédure, un règlement d'évaluation, tout plein de choses. On dépose un dossier à France Compétences en mars 2024, pardon. En mars 2024. Ouais. Et donc on obtient cette publication auprès de France Compétences, donc cette reconnaissance, en novembre 2024. D'accord. Et donc novembre 2024, ça y est, c'est officiel. Et donc derrière, il y a plein de choses qui démarrent dans la foulée. C'est quoi le projet au final jusqu'en 2025 ? Là, le projet 2025, c'est d'optimiser les différentes prestations. C'est vraiment de pouvoir garantir l'indépendance entre les services, entre les prestations. Voilà, pour pas qu'il y ait de loup entre Calliope, entre l'IA, entre réduction des impacts corrélés, voilà, le plus possible. Pouvoir limiter les risques et pouvoir supprimer les risques essentiels. Et c'est surtout en fait devenir le TOEIC de l'IA, en proposant vraiment cette certification au plus grand nombre, mais de façon très qualitative. Voilà. En sachant que, bien sûr, nous, on ne forme pas, on ne peut pas former, donc on s'appuie sur des organismes qui, eux, forment, donc qui vont préparer à la certification, et nous, ensuite, on la délivre. D'accord. Voilà, donc là, ça va être un des enjeux, bien sûr, de 2025, sans oublier Calliope, parce que le développement Calliope est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, avec Apollo aussi, avec un développement d'Apollo en lien avec des nouvelles fonctions. Mais en tout cas, on va être aussi, je pense, bien occupé pour 2025. D'accord. Et au final, depuis sa création jusqu'à maintenant, et peut-être en prenant en compte aussi le futur, c'est quoi la vision de Certifopac ? La vision, c'est, quel que soit le service ou le produit, c'est de proposer
En fait, c'est déjà de garantir une prestation qui soit la plus qualitative possible Mhm. et qui garantisse vraiment le respect de hauts standards qualité. Voilà. Ouais. Déjà, ça, c'est la base. Mm. Et après, on saupoudre ça avec une expérience client et des outils qui soient les plus modernes possibles. Et c'est quoi l'ambition actuelle aujourd'hui sur le marché Calliope, par exemple, L'ambition, c'est de survivre. à survivre? Non, l'ambition, alors, Calliope, alors, si on peut conclure là-dessus, mais Calliope, on est sur un marché qui est très politisé. On a quand même un contexte politique en France, là, fin 2024 et début 2025, qui est pas franchement sympathique. Il y a beaucoup Alors, d'incertitudes. voilà, il y a beaucoup d'incertitudes. Il y a presque des avantages et des inconvénients. L'avantage qu'on pourrait y trouver, c'est que rien ne bouge. Donc, rien ne bouge dans le marché Calliope. Je dirais, beaucoup de gens vont dire ah, ouf, parce que ça a quand même beaucoup bougé. En 2023, on s'est pris dans les dents pas mal de docs, d'arrêtés. Ouais, c'est tout tombé d'un Voilà, coup, tout est tombé. fin 2023. Et Ça puis a il a fallu, déstabilisé quand même pas mal d'organismes. Et là, si on dit aux organismes, bon, rien ne bouge jusqu'en 2026, j'ai presque envie de dire, ils vont dire tant mieux, quoi. Voilà. D'un autre côté, c'est pas très rassurant sur les perspectives derrière, parce que on parle aussi de durcissement de contrôle auprès des CFA, on parle d'un Calliope Plus. Voilà, il y a plein de choses. on parle de la en parlera certification des auditeurs également, une certification d'auditeur. des auditeurs Calliope. Donc, nous, c'est tout des choses sur lesquelles on va être en veille, et puis on va aussi, enfin, on se positionne déjà sur bon, est-ce que c'est utile ou pas. Nous, on est plutôt vecteur d'un Calliope plus musclé, dans le sens un dispositif plus complet. Là, quand on voit par exemple le guide de lecture en version 9, il y a encore plein de questions qui se posent sur des fois l'interprétation de certains indicateurs. Nous, on est très proactif avec l'État, on leur pose des questions. Tiens, là j'ai une situation lors d'un audit sur tel indicateur, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. On a la réponse, donc on l'applique pour nous. Mais malheureusement, cette réponse, elle n'est pas harmonisée chez tous les Elle ne va confrères. pas être harmonisée. Voilà. Et moi, je pense qu'il faut se battre, surtout plutôt que de parler d'un Calliope Plus ou d'un machin, c'est de consolider le Calliope existant, d'avoir une vraie harmonisation des pratiques avec tous les certificateurs, peut-être aussi une consolidation des acteurs sur le marché, parce qu'on est aujourd'hui 30, 35, 36, voilà. Ça fait un peu beaucoup. On pourrait se dire éventuellement, oui, voilà, peut-être consolider aussi certaines briques de marché. Ça sera peut-être un enjeu courant 2025, voire 2026. Voilà. Ok. Et ben, ça fait pas mal d'infos, hein. Et si on, voilà, pour conclure, toi, qu'est-ce que en fait, quel avis ou quel regard tu donnerais, au final, à la création de Certifopac, toutes ces années là qui sont passées, enfin toutes ces années, même si c'est assez rapide au final, mais il s'est passé quand même beaucoup de L'adage, choses. ça a toujours été festina lente. Festina lente, c'est hâte-toi lentement. Donc on a quand même été sur une stratégie, et on est toujours sur une stratégie de construction lente, mais solide. Voilà. Ouais. Donc même si des fois ça peut paraître entre guillemets agile, et c'est agile parce qu'on est agile. Voilà, quand il y a des choses à faire, quand il y a un article à mettre sur le site web ou quoi, c'est fait presque des fois dans la journée. Donc on est agile, mais voilà, on ne confond pas vitesse et précipitation. Et je pense que c'est aussi, alors ça a été une faiblesse au début, et plus le temps passe, et plus je trouve que ça devient une force. En fait, c'est un équilibre. Que peut-être qu'il y a des situations où il faut aller peut-être un petit peu plus rapidement, plutôt que d'être trop attentiste. Et il y a d'autres situations où il ne faut pas hésiter aussi à bien se poser, réfléchir, et puis savoir où on va mettre les pieds, parce que forcément, on n'est pas exempt de toute responsabilité, parce qu'on a toujours cette notion d'indépendance en fait qui va nous coller à la peau, et ça apporte du coup son lot de prudence derrière, quoi. Bon, je pense qu'on a fait le tour sur notre histoire. Je te remercie pour toutes ces précisions, pour toutes ces infos. N'hésitez pas à vous abonner. Exactement. Sur YouTube, sur notre chaîne YouTube, sur LinkedIn aussi, vous abonnez à notre page LinkedIn qui est fournie d'articles, de commentaires, de posts, voilà. Voilà, l'idée c'est de vraiment newsletter. La newsletter aussi, on va vous mettre le lien dans la description de la vidéo. C'est de vraiment pouvoir élargir le contenu, que ça soit nous concernant, nos différentes prestations. Là, on va avoir aussi du contenu complémentaire sur l'intelligence artificielle qui va commencer à naître. Et puis bien sûr notre métier de cœur, Calliope,
Donc voilà, là c'est sur nos canaux de communication que ça va se passer. Donc là c'est pareil, rejoignez-nous. Plus on est de fous, plus on rit. Soyons nombreux et puis continuons, voilà, continuons cette démarche communicative. À bientôt. À bientôt, merci.